Esprit Coupe vous dit tout sur les 16e de finale. Focus, les résumés de 5 affiches. Les héros du week-end, les belles histoires et les infos sont dans le dézoom d'Aurélien Renaud. Direction les Cévennes et l'Olympique d'Alès pour le grand angle de David Comeroch. Place un 16e de finale de prestige au Stade Bauer entre deux des clubs les plus populaires de France. Le Red Star accueille le Racing Club de Lens. Si la Coupe de France n'a jamais souri aux nordistes, à l'inverse du club odonien, quintuple vainqueur de la doyenne, Lens 5e de Ligue 1 part bien évidemment favori. Cependant, le charme de la Coupe opère après 21 minutes de jeu. Pape Meïssaba coupe un centre de Gomel et trompe le portier vénézuélien du Racing, 1-0 pour les Verts. C'est le deuxième but de l'attaquant sénégalais sous les couleurs du Red Star, un mois seulement après son arrivée, en provenance de Troyes. La réaction lensoise ne se fait pas attendre. Sur corner, le défenseur argentin Medina plonge au premier poteau. La tête est imparable, égalisation des 100 et or. En seconde période, petit numéro de Corentin Jean qui sert Tchèque Doucouré. La frappe de l'international malien nettoie la lucarne de Raphaël Adisseam. Lens prend l'avantage, quel coup de canon! Le 6e de National est mené 2-1 à 10 minutes du terme, mais la Coupe de France n'est pas surnommée sans raison la Coupe de tous les possibles. Alors la belle histoire s'appelle Diego Michel, peu utilisé par l'Étoile Rouge et ici tout juste entré en jeu, il marque sur son premier ballon quand l'irrationnel se mêle au football. Plus fou encore, à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, l'autre recrue hivernale Alan Zabana crucifie Lens. Coaching gagnant pour Vincent Bordeaux, puisque sur cette action, les remplaçants sont décisifs. Akassou à la passe, Zabana pour le but de la qualification. Incroyable bonheur à Bauer. Le Red Star rime avec histoire et envoie le Racing Club de Lens au tapis, qui devra désormais se concentrer sur le championnat pour décrocher une qualification européenne. Après plusieurs qualifications au tir au but, Saint-Louis-Nevêque devait frapper fort pour écarter Sedan. Le club de National 3, basé à quelques hectomètres de Suisse et d'Allemagne, recevait en effet ce samedi une formation ardennaise, auteur jusqu'ici d'un parcours remarquable, avec à la clé plusieurs larges succès. Les sangliers sedanais se montrent dangereux les premiers, par Aziz Dachour dont la reprise effleure la transversale. Mais la formation alsacienne répond du tac au tac. Sur un centre d'Elani, Damgay se retrouve seul face au gardien, mais l'attaquant ludovicien manque de réalisme. Contrairement au tour précédent, Sedan doit patienter plus d'une heure avant de faire la différence, grâce à son joueur providentiel. Le malgache Alexandre Ramaningom, déjà buteur lors des 4 dernières rencontres de son équipe, suit bien un duel gagné dans un premier temps par Aïssi Kédé, le portier de Saint-Louis, pour permettre aux Verts d'Olivier Saraglia de mener 1-0. Dans son stade de la Frontière, les hommes de Cédric Decker ont pris un coup sur la tête et ne s'en relèveront pas. En effet, Nevègue ne parvient plus à sortir et se fait piéger par Aziz Dachour. Le chef de meute des sangliers s'en va tromper Kédé et valider la qualification ardennaise. Sedan, double vainqueur de la Coupe de France au milieu du XXe siècle, retrouve enfin les 8e de finale, un stade qu'il n'avait plus atteint depuis l'édition 2009. Cap sur le Grand Ouest, le petit pousset, l'US Montagnard, se déplaçait samedi dans le Maine-et-Loire pour y défier l'Olympique de Saumur, club de National 3, qui a d'ores et déjà égalé sa meilleure performance en Coupe de France avec ce 16e de finale. Et d'entrée de jeu, Saumur obtient un penalty transformé par son goléador Wael Bout, déjà buteur lors des 2 tours précédents. Mais la dernière équipe de régionale évoluant en métropole entretient un bon fluide avec la Coupe de France et profite d'un enchaînement de maladresse pour égaliser grâce à l'opportuniste Raman Bari, un but partout à la pause. Au retour des vestiaires bis repetita, Bout règle la mire une deuxième fois sur penalty. Rageant pour les Morbihanais, Saumur reprend l'avantage.
Et les joueurs du Maine-et-Loire vont enfoncer le clou suite à un enchaînement de grande classe signé Bokangou. Saumur est en passe de renverser la montagne morbihanaise à 20 minutes du terme. Cependant, les joueurs d'Inzinzac-Lochrist ne sont pas du genre à lâcher et réduisent l'écart à l'entrée du dernier quart d'heure. Barry répond à bout et il va lui aussi de son doublé. La montagne de Nicolas Cloarec le veut, cette 3e qualification pour un 8e de finale dans son histoire. Les Bretons poussent et égalisent dans les arrêts de jeu sur cette tête de Nathan Rio. 3 partout, cette folle rencontre se terminera par les tirs au but. Mathéo Petitgenet, le gardien breton, héros du 32e de finale, ressort son costume de sauveur et stoppe 2 tentatives. L'affaire semble plier en faveur des montagnards et comme en 32e, Petitgenet a maintenant la balle de match dans ses pieds, mais l'histoire ne se répète pas. La montagne s'écroule, son ultime tireur au BAM voit sa frappe s'envoler et c'est l'Olympique de Saumur qui se qualifie pour le 8e de finale de la Coupe de France au terme d'une rencontre d'anthologie. L'une des affiches de ces 16e de finale de la Coupe de France opposait Brestois et Parisiens au stade Francis-Leblay. Le Paris Saint-Germain n'a plus connu autre résultat qu'une victoire contre Brest depuis désormais 10 ans. C'est dire si la mission s'avérait délicate pour les joueurs bretons. D'autant plus contre un PSG à 4 jours de son match retour de Ligue des Champions contre Barcelone. Kylian Mbappé est en grande forme et le prouve après seulement 8 minutes de jeu. C'est un véritable chef-d'œuvre. Peu avant la pause, le club de la capitale accélère à nouveau. Julian Draxler la joue solo avant de servir finalement son compère Pablo Sarabia. L'Espagnol ultra décisif lors de la dernière édition de la Coupe de France remet cette saison le couvert. Ça fait 2-0 pour Paris. Le PSG, club détenant le record de victoires avec 13 titres dans la compétition, dont 5 sur les 6 dernières éditions, continue de réciter sa partition jusqu'au doublé chanceux de Kylian Mbappé, son 11e but lors des 10 dernières rencontres. Olivier Dalloglio, le coach brestois, est résigné. L'ogre parisien ajoute une 37e victoire lors des 38 derniers matchs en Coupe de France. Le tenant du titre poursuit sa route et se qualifie pour les 8e de finale. En 2004, Romorantin éliminait Châteaubriand et réussissait le meilleur parcours de son histoire en Coupe de France avec un 16e de finale. 17 ans après, place au remake avec l'idée de grimper une marche supplémentaire. Mais cette fois, ce sont les voltigeurs qui prennent très vite de la hauteur grâce à un doublé de leur capitaine emblématique David Vernet. Ces 2 frappes ne laissent aucune chance aux gardiens de Romorantin. À la mi-temps, ça fait 2-0 pour les visiteurs voltigeurs dans ce duel indécis entre 2 solides équipes de National 2. L'entraîneur de Romorantin, Yann Lachuer, vainqueur de 2 Coupes de France en tant que joueur et capitaine de l'AJ Auxerre, remobilise ses troupes. Son milieu Nordine Benari réduit la marque après la pause, 2-1. Les locaux se ruent alors sur le but de Clément Milon, mais s'exposent à une dernière figure de style castelbriantaise. À la dernière seconde, l'ancien joueur de la Théarène Alexis Poissonneau, tout juste entré en jeu, crucifie les Solognos. Les voltigeurs de Châteaubriand exultent. Ils écrivent ici la plus belle page de leur histoire en se qualifiant pour les 8e de finale. Salut tout le monde, des fins de parcours poignants, des exploits rugissants, des matchs à suspense et quelques démonstrations de force quand même. L'histoire des 16e de finale de cette Coupe de France est riche et elle figure dans le nouvel épisode de Dézoom. Allez, c'est parti. Et comment ouvrir cette rubrique autrement que par cette joie immense des joueurs du Canet en Roussillon? Les pensionnaires de National 2 ont signé une victoire retentissante contre l'Olympique de Marseille. On y revient plus en détail dans quelques instants.
Les 16e de finale étaient le moment le plus attendu de cette Coupe de France. Il marquait en effet le moment où se réunissaient les clubs de la voie amateur et les clubs de la voie professionnelle. En tout, 7 matchs ont vu s'affronter d'un côté des clubs professionnels et de l'autre des clubs issus de divisions inférieures. Si 3 épatantes surprises sont venues bousculer l'ordre établi, la logique a aussi souvent été respectée ce week-end. C'est notamment le cas à Aubagne où l'AFC recevait Toulouse, club de Ligue 2. Déjà tombeuse de Berre, de Sainte-Maxime, de l'Atlético Marseille et de l'Ège-Cap-Ferret, l'équipe de National 2 a malheureusement vu son beau parcours prendre fin face aux hommes de Patrice Garande. Score final 2-0. Aux portes du Stade de France en 2008-2009, déjà 8e de finaliste il y a 3 ans, les Hauts-Garonnais sont les derniers représentants de Ligue 2 dans cette Coupe de France. Il n'y a plus de club d'outre-mer en lice dans la compétition. Les Martiniquais du club franciscain sont en effet restés bloqués au pied de la montagne angevine. Menés en première période et réduits à 10, finalement battus 5-0, les partenaires de Loïc Chauvet courageux auront été le 3e club ultramarin de l'histoire à jouer un 16e de finale après la JS Saint-Pierroise et le Geldar Kourou. Merci messieurs. Il n'y a également plus de club corse en lice. Dernier représentant de l'île de Beauté, le Gazélec Ajaccio avait le redoutable honneur de recevoir le leader de la Ligue 1, Lille. À l'arrivée, le sextuple vainqueur de l'épreuve a su imposer sa loi pour gagner 3-1 et rallier sans surprise les 8e de finale. Les Ajacciens, vous le voyez à l'image, ont sauvé l'honneur grâce à David Paulet. C'est la 43e fois de son histoire que le LOSC sort gagnant d'un 16e de finale de Coupe de France. A l'inverse, ce sera le tout premier 8e de finale de l'histoire des voltigeurs de Châteaubriand. Déjà novices en 16e, les joueurs de Papiley ont été gagnés à Romorantin sur le score de 3-1 lors de l'unique duel 100% national 2 du week-end. Des images qui font chaud au cœur. Dans un autre duel 100% national, enfin, une passation de pouvoir a eu lieu entre d'un côté le club de National 3 Saumur et l'US Montagnard, le petit poussé, seul rescapé du Régional 1 métropolitain. Dans un match à rebondissement dont vous avez pu découvrir le focus il y a quelques instants, c'est l'Olympique de Saumur qui s'est adjugé la victoire et qui sera par conséquent notre nouveau petit poussé pour les 8e de finale. Voici ce qu'avait à en dire son gardien Anthony d'Auvergne. En fait, c'est un match, c'est un vrai match de coupe comme on les a connus depuis le début de l'aventure. C'est notre série Netflix à nous en fait. Le petit poussé pour nous, c'est notre contrat pro à nous, hein. Joueur de club amateur, c'est notre contrat pro à nous, quoi. Concrètement, c'est quelque chose de magnifique. Vincent Bordeaux, Alexis Bosetti et Johan Bay forment notre tiercé gagnant de la semaine. Tous les trois ont en commun d'avoir éliminé une formation de Ligue 1 alors qu'ils viennent tous du monde amateur. On commence par vous, Vincent Bordeaux, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes à la tête du Red Star et on vous imagine forcément très heureux après cette victoire contre Lens, surtout l'année du centenaire de la première victoire de votre équipe dans cette Coupe de France. Avant le match, j'ai croisé les supporters qui m'ont dit « Bon, là, c'est les 100 ans, il faut aller en finale », en rigolant, mais voilà, c'est vrai que c'est assez symbolique et de pouvoir aller en 8e de finale, je trouve que c'est un bon clin d'œil à ce club qui mérite d'avoir un peu de gloire et surtout un président qui travaille depuis 10 ans d'arrache-pied pour avoir un nouveau stade. Et un peu que la Coupe de France, et c'est un des seuls sports, hein, le foot qui peut permettre ça, un petit qui bat un gros. Donc c'est très intéressant. Place maintenant un joueur que la France du football connaît particulièrement bien, Alexis Bosetti, bonjour. Bonjour à tous, merci. Alors Alexis, on vous connaît surtout grâce à vos années niçoises. Vous êtes aujourd'hui du côté du Puy-Foot 43 en National 2 et vous avez vécu depuis le banc parce que vous étiez blessé ce week-end, la qualification contre le FC Lorient. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Finalement assez bien, franchement quand j'ai vu l'entame de match qu'on a fait, comment se déroulait le match, j'étais assez confiant. On a été mieux qu'eux dans pas mal de domaines. Et voilà, hein, techniquement, on a des bons joueurs, des mecs qui ont joué au-dessus toute leur carrière. Donc voilà, sur des matchs comme ça, on voit la différence. Alors Alexis, est-ce que vous aviez déjà vécu un 8e de finale avec Nice et surtout, est-ce que vous imaginiez que vous alliez pouvoir atteindre ce tour-là cette année avec le Puy-Foot 43 ? Ouais, à vrai dire, moi, avec Nice, j'étais jamais allé aussi loin. J'ai pas le souvenir d'être allé trop loin en coupe. On n'a pas eu souvent de la chance au tirage avec Nice. Mais comme j'ai dit depuis le début, on a une des meilleures équipes de N2, si ce n'est la meilleure. Donc voilà, pour moi, voilà, on a fait la surprise contre Lorient, mais voilà, on a techniquement sur un match, je pense que voilà, on peut rivaliser. C'est ce qu'on a montré avec les joueurs qu'on a. On accueille pour finir le buteur héroïque du Canet en Roussillon, Johan Bay. Bonjour. Bonjour. Alors Johan Bay, non seulement vous éliminez l'Olympique de Marseille, mais en plus vous marquez le but victorieux. Qu'est-ce que ça fait ?
C'est l'explosion. Il y a ce petit suspense quand je pique la balle, de voir si Nagatomo il a le temps de mettre le pied. Et puis, une fois qu'elle rentre, ça va vite et c'est intense. Donc, sur le moment, c'est fort. Franchement, c'est fort. Alors, Yohan, vous avez 24 ans. Est-ce que tout simplement, c'est le plus grand moment de votre carrière jusqu'à présent ? Oui, quand même. Parce que c'est un moment vraiment fort de pouvoir sortir Marseille en 16e. Et là, j'ai atterri tout doucement et ouais, je réalise que c'est quelque chose de grand qu'on a fait et que, à titre aussi personnel, c'est quelque chose de fort aussi que j'ai fait et je suis content pour ça. Mais voilà, je ne m'arrête pas là. Merci beaucoup Yohan Bay, merci également à Alexis Bosetti et à Vincent Bordeaux. On conclut avec le bilan des qualifiés par division pour les huitièmes de finale. Pour se rendre compte que 8 clubs professionnels accompagneront 8 clubs amateurs, l'équilibre est donc parfait. Outre 7 clubs issus de Ligue 1, on retrouvera 5 équipes de National 2. Le National 3 sera quant à lui représenté par le Petit Poucet Saumur. Et sinon, les 16e de finale de cette Coupe de France s'achèveront ce lundi soir par le derby méditerranéen entre l'AS Monaco et l'OGC Nice. Ce dernier sera suivi par le très attendu tirage au sort du prochain tour, à retrouver sur les antennes d'Eurosport aux alentours de 23h. Ça plane pour le CS Sedan, le pensionnaire de National 2 l'a emporté ce week-end sur le terrain de Saint-Louis-Nevègue, club de N3, et a pu compter sur son buteur maison Alexandre Ramalingom. L'ancien joueur de Béziers a réussi une performance de premier plan puisqu'en marquant samedi, il s'est offert son 5e but sur les 4 derniers tours. Il est tout simplement le seul joueur de cette Coupe de France dans ce cas. Ses autres victimes, Épinal, Saint-Mézières et Schiltigheim. Et sinon, l'un de nos coups de cœur de la semaine dernière, Rumi Vallière, est toujours en vie dans cette Coupe de France. Le pensionnaire de National 2 a réussi l'exploit au tir au but contre Annecy, pensionnaire de National. De quoi mettre du baume au cœur au capitaine, l'ancien Rémois Alexis Peugeot. Et beaucoup de fierté, surtout pour la région, pour le club, pour mes coéquipiers, pour le staff qui le mérite amplement. Et dans cette saison qui est compliquée, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour nous car ça nous permet de continuer à travailler en ayant des objectifs importants et très intéressants et qui nous donnent envie de continuer à travailler. Place à présent au top but de ce week-end, un top difficile à établir tant les buteurs se seront montrés inspirés tout au long du week-end. On a particulièrement apprécié cette réalisation du jeune Toulousain Kouadio Koné sur le terrain d'Aubagne, une ouverture du score bien sentie qui a mis le TFC sur de bons rails dès le début de match. Si Lens n'a pas eu le loisir de sortir vainqueur du Stade Bauer, son milieu de terrain Cheikh Doucouré s'est distingué contre le Red Star en secouant les filets de cette frappe sèche, insuffisante pour permettre au sang et or de rallier les huitièmes de finale. Les huitièmes, le tenant du titre, le PSG, y sera sans surprise. À Brest, pour un duel 100% Ligue 1, les Parisiens l'ont emporté 3-0 et Kylian Mbappé, du gauche s'il vous plaît, en a profité pour nous en mettre plein la vue du grand art. On se le revoit pour le plaisir, Jérémy Posteraro l'a joué comme Juninho contre Marseille avec Canet en Roussillon. On ne se lasse absolument pas de ce coup franc absolument délicieux, une frappe parfaite. On conclut en beauté avec cette réalisation absolument sublime du Messin Pape Sarr. Contre Valenciennes, le Sénégalais est venu inscrire en fin de match le but du 4-0 pour le FC Metz. Toucher de balle, précision, élégance. Il ne manque rien pour faire de cette réalisation le but de ce week-end de Coupe de France. 15 matchs disputés, 3,5 réalisations par rencontre, 2 victoires au tir au but, 4 surprises. On s'est régalé tout au long de ce week-end de Coupe de France et on a déjà hâte d'être au 7 avril pour les huitièmes de finale. L'histoire de la compétition continuera bien sûr dans le prochain épisode de Dézoom. On se revoit dans un mois. D'ici là, prenez soin de vous. Salut. Si toutes les étoiles sont alignées, on fera cet exploit qu'on rêve tous en secret. Et puis si on n'y arrive pas, je crois qu'on aura malgré tout laissé une belle image de notre club qui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est en cours de construction vers un avenir encore plus radieux. Grand angle OAC, c'est parti. Près de 100 ans d'histoire, 36 saisons passées au plus haut niveau, des histoires innombrables. Bienvenue à l'Olympique d'Alès en Cévennes, un club qui occupe une vraie place dans l'histoire du football hexagonal. On fait partie d'un club avec une histoire riche dans le football, dans l'histoire du football français.
Quoi de mieux que la Coupe de France pour faire honneur à son passé? Il y a des générations qui connaissent l'Olympique d'Alès en Cévennes et puis pour faire le lien avec la Coupe de France, la dernière grande épopée de ce club-là, c'était la saison 86-87 avec un stade qui avait une autre configuration, mais il devait y avoir entre 15 et 18 000 personnes vraiment au stade. Voilà, c'était la demi-finale contre Bordeaux sur des formats aller-retour. C'est en jeu pour Pascaletti. La Mouillal. L'extérieur, oui, pour José Martinez, qui marque, but de José Martinez. Alès marque le but de José Martinez pour Alès contre les Girondins de Bordeaux. Le stade explose. C'est la surprise. Et frappe de Cabanel. C'est un spectacle total que nous offre ce soir Alès et les Girondins de Bordeaux. Quoi de mieux que la Coupe de France pour faire honneur à son passé? C'est notre responsabilité de ne pas le faire oublier et d'en garder quelque chose à l'intérieur du club. Alors, ces valeurs de travail, de dépassement de soi, de sacrifice, oui, il faut essayer de les garder. Et puis, il faut aussi se projeter sur ce qu'est le football moderne d'aujourd'hui. Voilà, ferme le casier, ça va être là. Voilà, vous voyez les petites bêtises des collègues qui m'ont fait une petite photomontage, bon, ça fait toujours plaisir. À 24 heures du match, le capitaine Aloïs Chabassu doit d'abord penser à son travail. Le football viendra après. Je suis debout depuis 6 h du matin, je repars sur ma dernière intervention à la mine témoin d'Alès. Ça fait maintenant 8 ans que je suis à la mairie au service patrimoine de la ville d'Alès. Donc en tant que plombier, voilà. Moi en tant qu'Alésien, ça fait ma 21e licence, c'est magique. C'est un rêve de gosse parce que quand tu es footballeur amateur, on sait très bien que la Coupe de France, c'est ce truc-là de pouvoir jouer un club professionnel. Et on sait très bien que l'OAC à l'époque, c'était un grand club. Un grand club fondé sur des terres minières dont il a à coup sûr puisé ses valeurs. Ouais, là je viens de finir l'intervention, donc demain il va falloir montrer nos vraies racines sur le terrain. C'est le rond-point du mineur, comme on l'appelle, vous le voyez bien, hein, il est en train de pousser le petit wagonnet, avec son masque bien sûr. En tant que responsable d'Aloïs, avec tous ses collègues, on lui souhaite bien sûr un bon match et la victoire pour demain contre Montpellier. Avec sûrement un petit but à la 89e sur penalty, parce que c'est un spécialiste. Donc, Aloïs, bravo pour la suite, on t'applaudit tous. La Coupe de France est faite d'exploits et il faut que nous, on soit en capacité de construire cet exploit-là. À travers le parcours cette année de la Coupe de France et la réception de Montpellier Hérault, ça permet de montrer à tout le monde qu'il y a un club qui existe, il y a un club qui peut redevenir un club important. On ne représente pas seulement les Cévennes, mais on représente aussi le Gard. Saison unique oblige, les avant-matchs restent synonymes de protocole sanitaire. Bonjour. Le directeur bonjour. Ok, bonjour. Pardon. Protocole sanitaire depuis qu'on a repris la Coupe de France. Donc test antigénique 2 ou 3 jours avant le match, PCR 2 ou 3 jours avant le match et antigénique le jour ou la veille du match. Donc là, protocole. On est des habitués de la maison maintenant depuis un mois. Le stade Pierre Pibaro, du nom de l'entraîneur alésien emblématique des années 40, restera malheureusement vide ce samedi. Rien qui ne vienne entamer l'humeur du groupe à l'heure de s'entraîner une ultime fois. Tous ensemble sur un taureau qui va durer une dizaine de minutes. Pour bousculer une équipe de Ligue 1, il faudra que les Arlésiens s'inspirent de leurs glorieux aînés, mais aussi de leurs précédents matchs de coupe, marqués par une rigueur défensive de premier plan. Et espérer sans doute que le ciel les entende. Voilà, c'est notre fin de séance. Youtubeur suivi par plus de 100 000 abonnés, le défenseur Valentin Liénard immortalise quant à lui les dernières heures avant le match. Vous avez vu? Bien accueilli là. Allez l'OAC. Du coup,
faire découvrir, comme d'habitude, la petite. On essaye de profiter de ces moments parce que ça n'arrive pas tous les jours quand on est en National 3 d'avoir l'opportunité de jouer une équipe de Ligue 1. C'est génial de vivre la Coupe de France d'ailleurs en ce moment parce que c'est sans doute c'est une des plus belles compétitions qui met vraiment en parallèle le foot amateur et le football professionnel et où parfois on se rend compte dans des niveaux quand même assez intéressants comme la N2 ou la N3 que des exploits peuvent être possibles, que sur un match il n'y a parfois pas une énorme différence et si on peut le montrer demain ça serait top, même si voilà, c'est Montpellier qui va arriver en grand favori et nous on va essayer de se donner au maximum. Jour de 16e de finale dans la capitale des Cévennes. La journée commence avec un beau soleil. On espère que ce soleil c'est un signe aussi, un signe de réussite. Elle commence dans la lumière. J'espère qu'elle se terminera aussi dans la lumière. Donc, on est inévitablement un petit peu stressé, mais c'est le stress de la compétition et j'espère en tout cas c'est le stress qui va nous permettre ensuite d'être déstressé et de donner libre cours à son envie et aussi à son talent parce que j'ai des joueurs de talent qui ne demandent qu'à s'exprimer. Allez, on y va les gars. On a bien dormi une bonne nuit. Et, bon là on va voir, là on est en train de marcher et après on verra. Le match bientôt, il commence bientôt et on va faire le taf. Comme on l'a dit, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, au contraire. Il faut qu'on profite, mais de la bonne manière. On va profiter de la bonne manière. On va essayer de faire les choses bien surtout, rester sérieux. Quand on est joueur, on a la crainte, il y a quand même 4 niveaux d'écart. Donc il y a quand même la crainte, pas de se faire humilier, mais de vraiment souffrir sur un match de football et de ne pas être à la hauteur. Et en même temps, il y a l'excitation de réaliser l'exploit, d'être à la une des journaux le lendemain. Allez l'OAC, allez les Cévennes, allez ces joueurs qui méritent de vivre un tel moment. Mais encore une fois, quel bonheur, quelle fierté de pouvoir vivre ces moments-là avec les joueurs. Et puis je le répète une fois de plus, par rapport aux dirigeants qui vraiment le méritent. Place au duel entre le Montpellier Hérault et les Hérault d'Alès. Les joueurs de Ligue 1 n'ont besoin que de 11 minutes pour marquer par Jordan Ferry, joueur né à Cavaillon à seulement 83 km d'Alès. Rien qui ne vienne toutefois abattre le moral des joueurs de N3, l'excellent Oussama El Bakal s'amuse dans le camp héroltais et trompe Dimitri Berthaud d'une frappe soudaine. 22e minute et l'OCA est déjà de retour. Alès est décomplexé. Aminsbaï réussit son dribble mais n'accroche pas le cadre. Mais attention aux hommes de Michel Derzakarian, la preuve avec ce tir de Stéphie Mavididi qui heurte le montant de Steven Bouchit. À la pause, Alès tient le MHSC en respect, mais la deuxième période sera davantage Montpellier-Rennes. Sur ce centre de Jordan Ferry, Valentin Revoix sauve les Gardois sur sa ligne d'extrême justesse. Alès s'offre alors la balle du 2-1, mais Ibrahima Mboub, sorti du banc, bute sur Berthaud. TJ Savanier lui répond et trouve ici un nouveau poteau pour Montpellier. La menace se rapproche et l'inévitable Gaëtan Laborde reprend seul ce centre de Jordan Ferry. On joue alors la 84e minute et Alès est désormais mené 2-1. Les Gardois s'offrent une balle d'égalisation, Mboub centre mais Kisumgo Makonda ne parvient pas à redresser le ballon. La chance de l'OAC est définitivement passée, Montpellier s'impose 2-1 et conclut la plus belle épopée en Coupe de France d'Alès depuis 1998. On n'était pas loin, on a même eu, je pense, l'occasion du 2-1 5 minutes avant. Mais bon, après, c'est comme ça, voilà. Je suis quand même fier du groupe, franchement, on fait un super match. La fierté, elle est à la hauteur de la déception parce qu'on a le sentiment de ne pas être passé loin. La ville d'Alès, le club peut être fier de nous. Au cœur d'un nouveau projet ambitieux, le club des Cévennes fera à coup sûr de nouveau parler de lui ces prochaines années. Ouais, très bien dormi, monsieur. La nuit, vous aurez vu des gens comme ça, toquer dans des portes. Je la refais ou... Ouais, je veux bien. Vas-y. Et attendre comme ça dans les couloirs. Et là, il a le machin. Qu'on va le montrer et qu'on va... C'est pas Il est là, monsieur, c'est lui. Là, c'est lui. Il voulait pas dormir dans sa propre chambre. Allez,